Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description. Cela me permet de publier régulièrement, si vous appréciez mon travail, bien sûr. Aussi, n'hésitez pas à partager mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue. Merci à tous pour tout cela. Donc là, cette vidéo va être sur un point géopolitique sur plusieurs pays. On va parler de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan, de la Syrie, d'Israël, de la Serbie, parce que c'est là où il s'est passé des choses intéressantes. Alors évidemment, ce sera beaucoup moins approfondi que mes vidéos habituelles qui sont sur un sujet, deux maximum. Donc là, je vais brosser les grosses lignes des dernières nouvelles les plus intéressantes, bien sûr. Donc on va commencer par l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Et avant que j'aille plus loin dans les explications de ce qui s'est passé, on va regarder une petite carte ensemble afin que ça soit plus clair pour nous tous. Alors voici la carte afin que ça soit plus clair. Donc là vous pouvez voir l'Arménie, l'Azerbaïdjan, le Haut-Karabakh avec le corridor de la Chine. Et vous pouvez voir que l'Arménie coupe en deux l'Azerbaïdjan. La capitale de l'Arménie, c'est Yerevan, et la capitale de l'Azerbaïdjan, c'est Bakou. Donc vous pouvez voir que l'Azerbaïdjan est entouré par la Russie, la mer Caspienne, l'Iran, un tout petit peu par la Turquie ici, c'est minuscule, et la Géorgie ici. Voilà, et l'Arménie principalement par la Turquie. Voilà, et un petit peu par l'Iran ici. Voilà, ça c'était pour mieux vous situer. Et donc le point hautement contesté, c'est le Haut-Karabakh en rouge, comme vous pouvez le voir ici. Alors maintenant, on va parler des relations avec les pays extérieurs concernant ces deux pays-là, l'Arménie et l'Azerbaïdjan. On va commencer par l'Arménie. Alors je tenais à signaler que je ne vais pas refaire tout l'historique des relations depuis un siècle, hein. Je vais juste parler des relations présentes, modernes, entre les pays les plus notables, en général voisins. Donc pour l'Arménie, il est à noter que bon, bah, la France a toujours eu des liens avec l'Arménie déjà, et la France a toujours soutenu l'Arménie. Alors évidemment, vous allez me dire, au vu des derniers événements, le soutien n'est que politique et moral, bien entendu. En aucun cas, la France ne peut se permettre un soutien militaire avec l'Arménie et son adversaire, l'Azerbaïdjan. Donc avant, il y a peu de temps encore, Vladimir Poutine, la Russie, était en bonne relation avec l'Arménie, mais le Premier ministre arménien s'étant résolument tourné vers l'Union européenne, les États-Unis, bref, l'Occident, et bien maintenant la Russie était en froid avec l'Arménie. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à la Seconde Guerre Arménie avec le Haut-Karabakh, la Russie n'a pas bougé. On pourrait même dire qu'elle a plus ou moins aidé l'Azerbaïdjan. Voilà. Donc, autre lien intéressant, c'est l'Iran et l'Arménie. L'Iran et l'Arménie ont depuis longtemps de bonnes relations, ne serait-ce que pour combattre le panturquisme, entre guillemets. C'est-à-dire que bon, bah, l'Iran et l'Arménie n'ont jamais eu dans leur cœur la Turquie, et ils ont toujours voulu arrêter les velléités turques d'expansion. Donc voilà ce qu'on pouvait dire quant aux relations notables extérieures avec l'Arménie. Maintenant l'Azerbaïdjan. Alors l'Azerbaïdjan a eu des relations avec la Russie, on va dire, diverses et variées. Là présentement, les relations entre l'Azerbaïdjan et la Russie sont correctes, on va dire correctes. Alors pourquoi simplement que correctes malgré des liens économiques, on va dire, de plus en plus importants, surtout concernant le gaz et le pétrole? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a eu dernièrement un avion qui a été abattu par les Russes, et les Russes n'ont jamais fait d'excuses pleines et entières à l'Azerbaïdjan. Pourquoi?
Parce que le fait que les Russes aient tiré sur un avion civil azerbaïdjanais et du fait qu'un drone ukrainien allait vers cet avion civil, alors certainement pas pour le détruire, bien sûr, mais c'est, on va dire, purement fortuit, c'est purement accidentel. Donc ce drone se dirigeant accidentellement, bien de manière fortuite, vers cet avion civil, eh bien, un missile russe qui voulait détruire le drone, eh bien, le drone passant à côté de l'avion, le missile a percuté l'avion. Voilà. Alors, bien évidemment, c'est tragique, bien sûr, mais comme ce n'était pas la faute entière de la Russie, puisque l'événement a été purement accidentel, eh bien, bon, Vladimir Poutine s'est excusé quand même vis-à-vis du président azerbaïdjanais, mais pas pleinement, pas autant que le président azerbaïdjanais le voudrait. Alors évidemment, l'Azerbaïdjan a joué sur cette corde exprès, puisque le président azerbaïdjanais, a strictement le même comportement qu'Erdogan. C'est quelqu'un qui est, il faut le dire ce qui est, un peu sans foi ni loi. C'est ce qu'on appelle un pays mercenaire. Il va là où les intérêts le portent. Alors vous allez me dire pourquoi pas, hein, l'Inde fait pareil, la Turquie fait pareil. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Quoique l'Inde c'est à part quand même, parce que l'Inde a des plus hauts principes que le président azerbaïdjanais, hein. Pour ceux qui connaissent le président azerbaïdjanais, bon, c'est un petit peu limite au niveau des principes et de l'éthique, pourrait-on dire. Mais bon, bref, le président azerbaïdjanais voulait un peu des concessions en disant, bon, t'as détruit mon avion civil, c'est pas bien, faudrait que tu me fasses des petites concessions, et Vladimir Poutine n'a pas voulu. Donc, bon, bref, voilà. Donc, bon, après, il y a des sombres histoires. On ne va pas entrer dans le détail de cet avion civil. Et donc, l'Azerbaïdjan a des relations, on va dire, assez froides avec l'Iran. Et oui, c'est comme ça. Mais a de bonnes relations avec la Turquie. Voilà. Donc, la Turquie, elle était plus que d'accord que l'Azerbaïdjan prenne le Haut-Karabakh. Et donc, ça s'est fait. Voilà. Alors maintenant, pour l'histoire militaire, il y a eu deux guerres en 30 ans de conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Donc tout d'abord, une première guerre qui a été gagnée par l'Arménie en 1991, ce qui leur a permis de prendre le Haut-Karabakh à l'Azerbaïdjan. Donc, et moult Azerbaïdjanais ont dû fuir le Haut-Karabakh, chassés par les Arméniens. Et là, en 2023, l'Azerbaïdjan a sa revanche, du fait aussi qu'il n'y ait plus le soutien russe, qui était un peu l'arbitre, hein, entre l'Arménie et les Azerbaïdjanais depuis un bon moment. Donc la Russie est devenue extrêmement neutre, pour ne pas dire un peu pro-Azerbaïdjan, du fait, comme je vous l'avais dit, du Premier ministre arménien qui est trop pro-Union européenne, trop pro-États-Unis, bref, trop pro-Occident. Et donc les Russes ont un petit peu détourné leur regard et ne sont pas du tout intervenus alors qu'ils se posaient comme arbitres entre les deux pays. Donc les Azerbaïdjanais en ont profité. Là, ils se sont sentis assez puissants. C'est pour ça qu'ils ont lancé la guerre en septembre 2023 et l'ont gagnée. Faut pas oublier que l'Azerbaïdjan est un pays qui est devenu riche grâce à son gaz, à son pétrole, et ce qui leur a permis d'avoir une bonne armée aussi. Donc, bref, ils ont gagné le Haut-Karabakh. Le Premier ministre arménien a déclaré que le Haut-Karabakh appartenait maintenant à l'Azerbaïdjan. Alors il y a un accord de paix qui a été fait entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, ce qui est un moment absolument historique où l'Arménie reconnaît avoir été vaincue et reconnaît donc que le Haut-Karabakh appartient désormais à l'Azerbaïdjan.
Alors l'accord de paix n'est pas encore signé, là il serait sur le point d'être signé, il reste encore des petites tâches à supprimer avant qu'un accord de paix soit définitivement fait, mais c'est vraiment le chemin est tout tracé et apparemment ça va très très bientôt se faire. Donc l'Azerbaïdjan a fini vainqueur de tout cela et gagne sur tous les tableaux. Parce que l'Azerbaïdjan, bon, qui s'entendait pas trop bien avec la Russie, ou tout du moins était neutre, là maintenant s'entend un petit peu mieux. Bon, la Russie s'entend mieux avec l'Azerbaïdjan du fait du conflit en Ukraine. Je ne crois pas que ça ne serait vraiment le cas si il n'y avait pas eu le conflit en Ukraine. La Russie essaye d'adoucir tous les pays voisins parce qu'elle ne peut pas se permettre un couac important diplomatique avec ses pays voisins, pas en ce moment tout du moins. Donc la Russie a joué, on va dire, l'État conciliant avec l'Azerbaïdjan, essayer de nouer des liens économiques avec l'Azerbaïdjan, puisque l'Azerbaïdjan est un pays absolument stratégique pour la Russie, et pour la Turquie aussi d'ailleurs. Et l'Azerbaïdjan joue sur tous les tableaux. Donc l'Azerbaïdjan s'entend bien avec Israël, s'entend bien avec les États-Unis, un petit peu moins maintenant avec les États-Unis, s'entend bien avec l'Union européenne tout simplement parce que l'Union européenne n'a pas le choix. Van der Leyen a été elle-même en Azerbaïdjan pour signer des contrats gaziers du fait qu'elle se débarrasse du gaz russe dans l'Union européenne. Tout du moins c'est ce que voudrait Van der Leyen. Ce n'est pas encore le cas à 100%, loin de là, mais en tous les cas, l'Union européenne maintenant dépend de l'Azerbaïdjan pour la fourniture en gaz. Donc l'Azerbaïdjan la gagne absolument sur tous les tableaux. Sur tous les tableaux. Donc voilà ce qu'on pouvait dire concernant les différentes alliances étrangères. Alors maintenant que l'Azerbaïdjan est gagnante, que va-t-elle faire avec l'Arménie et tous ses voisins? Là, d'après ce que j'ai compris, l'Azerbaïdjan a décidé de se la jouer terrain neutre, donc pays neutre qui veut bien s'entendre avec tous ses voisins. Bon, nous verrons bien. Alors maintenant, on va parler de la Syrie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dernièrement en Syrie d'intéressant? On a Al-Shara, donc le nouveau président syrien, qui est quand même bien embêté, puisque déjà la dernière fois, je vous avais fait une vidéo pour vous dire que les Israéliens prenaient leur aise sur le plateau du Golan, donc en Syrie, et ils avancent toujours plus. Et là, aux dernières nouvelles, ils ont encore récupéré des territoires, aux grandes dames du nouveau président syrien Al-Shara, qui en plus a encore une autre mauvaise nouvelle, c'est que là, il ne contrôle pas bien toutes ses forces armées, qui sont en réalité plusieurs factions. Officiellement, il tient toutes ces factions, mais en réalité, c'est pas le cas. Et là, on a certaines des factions d'Al-Shara qui ont décidé de s'en prendre aux chrétiens et aux alaouites, principalement sur Latakia et Tartous, dans ces régions-là. Il y a eu des centaines de civils morts, et je le répète, principalement chrétiens et alaouites. Je vous rappelle que Bachar el-Assad était un alaouite, et qu'il reste des soldats loyaux à Bachar el-Assad qui se battent encore, étonnamment d'ailleurs, contre les forces d'Al-Shara. Donc Al-Shara qui devait normalement unifier la Syrie, avoir un contrôle plus ou moins complet de la Syrie, en réalité il en est très très loin. De toute manière, c'était intrinsèquement impossible, puisque Al-Shara doit tout à la Turquie, et la Turquie marche main dans la main avec le nouveau président syrien. Alors, ce qui expliquait aussi pourquoi Al-Shara tenait tant à ce que les forces russes restent sur Latakia et Tartous. Ceci explique cela, bien évidemment. Il espérait que la Russie ferait une sorte de balancier, d'équilibre
euh, à minima de manière régionale pour garder, on va dire, un régime qui ne se fasse pas complètement manger par les Turcs et voire même par les Américains qui sont toujours présents en Syrie. Apparemment de moins en moins, mais toujours très présents en Syrie. Ils volent toujours le pétrole syrien et les céréales syriennes, hein, ils n'ont toujours pas arrêté, aux grandes dames d'Al-Shara. Et nous avons évidemment la plus grande peur du président syrien, c'est le fait que Israël, qui se sent tout puissant, surtout avec l'arrivée de Donald Trump, ne cesse de grignoter du territoire syrien. Voilà. Alors, parlant d'Israël, on va parler d'Israël. Alors, Israël a cassé le cessez-le-feu en prenant pour prétexte à Gaza qu'il n'y ait pas d'échange d'otages. Alors, pourquoi il n'y a pas d'échange d'otages? Parce que le Hamas dit que l'Israël a cassé le cessez-le-feu et en plus fait un blocage terrible, comme le pire des moments au Gaza, en bloquant l'aide complètement humanitaire, en bloquant l'électricité, en bloquant l'eau à l'arrivage de l'eau, de l'aide humanitaire à Gaza et de l'électricité. Donc ça a déplu complètement au Hamas et qui ont décidé de ne pas faire d'échange d'otages. Prétexte évidemment qui a été utilisé par les Israéliens pour avancer toujours plus en Cisjordanie de manière furtive, mais bon, certains grands journaux internationaux en ont parlé, et en étouffant complètement Gaza. Alors évidemment, pourquoi Benjamin Netanyahou fait cela? Il se sent pousser des ailes, puisqu'il a le soutien complet des États-Unis avec Donald Trump. Alors, ils avaient déjà le soutien complet avec Biden, mais bon, l'administration Biden faisait semblant pour les grands médias de dire que c'était pas bien. Là maintenant, Donald Trump, la nouvelle administration américaine, n'a plus à faire semblant. Et le rêve de Donald Trump, c'est que la Palestine n'existe plus, que tous les Gazaouis, les Cisjordaniens soient complètement expropriés de leurs terres, qu'ils soient en exil complet, qu'ils ne soient plus là, afin que les Israéliens puissent faire le grand Israël. C'est le souhait très cher de Donald Trump. Et comme Donald Trump a pris la grosse tête depuis qu'il est devenu président, pour Israël, maintenant tout est possible. Absolument tout est possible. Et cette fois avec l'appui total des États-Unis, sans morale, sans éthique, etc. Même si là, dernièrement, le pape François a dit que l'Israël faisait un véritable génocide en Palestine. Il l'a dit officiellement, hein, le pape François, qui est au plus mal au moment où je vous parle. Bref, tout le monde reconnaît que c'est un génocide. L'ONU reconnaît maintenant que c'est un véritable génocide, surtout depuis le dernier blocage d'électricité, d'aide humanitaire et d'eau fait par Israël. Donc vraiment, l'affaire est maintenant extrêmement claire. Vous notez quand même que les grands médias occidentaux prennent ça avec des pincettes. Ils veulent pas reconnaître que c'est un génocide, mais ils disent quand même que c'est pas bien. Ah, ils disent que c'est pas bien. Au moins ils disent cela. Évidemment, personne n'agit. Bien évidemment, personne n'agit contre Israël de manière concrète. Et on va finir avec la Serbie. La Serbie, vous savez, j'avais fait une vidéo spéciale Serbie suite à l'accident qu'il y avait eu, matériel qui avait fait 15 morts et qui avait fait qu'il y avait des grandes manifestations étudiantes. Bon, maintenant, on a passé ce cap. Maintenant, c'est tous les mécontents serbes sur tout ce qu'il y a de pire en Serbie ont dénoncé. Ça a fait un amalgame absolument énorme de mécontents. Et ça a donné dernièrement une énorme manifestation à Belgrade d'environ 300 000 manifestants. C'est absolument gigantesque.
Donc évidemment, des têtes sont tombées, il y a eu des démissions au niveau de l'État serbe, dont principalement la démission du Premier ministre serbe. Alors évidemment, Vučić est sur un terrain mouvant, puisque, bon, bah, en gros, la population serbe avait déjà une bonne animosité envers Vučić pour diverses raisons, hein. Il y a eu le fait que Vučić, pour la population serbe, qui était un peu trop occidentalisée, se tournait un peu trop vers l'Union européenne. Donc ça a déplu beaucoup aux Serbes. Je rappelle que la majorité des Serbes sont pro-russes, sont anti-Union européenne, je tenais à le rappeler, hein, je dis bien la majorité, pas tous les Serbes bien sûr. Quand il y a eu l'immense manifestation à Belgrade, on a vu beaucoup de drapeaux russes, par exemple, qui étaient brandis par les Serbes. Donc ça en dit long. Et dans toutes les manifestations qui ont été pacifiques, hein, en majorité, dans toutes les manifestations gigantesques en Serbie, il y avait énormément de drapeaux serbes, bien sûr, de drapeaux russes, mais aucun drapeau de l'Union européenne. C'était à souligner quand même. À souligner. Parce que c'est pas le cas quand il y avait des manifestations en Roumanie, en Moldavie ou en Géorgie. Donc on sent quand même le gros contraste là, hein. Ah oui, la Serbie, le peuple serbe, c'est pas le peuple roumain, c'est pas le peuple moldave ou géorgien, hein. Ah, c'est un peuple qui est très très fier. Surtout qu'il y a eu l'histoire du Kosovo, le bombardement de la Serbie par les Américains en 1999, la guerre de Yougoslavie en gros. Les Serbes n'ont pas oublié tout ça, hein. Ils n'ont pas oublié tout ça. Donc Vučić s'était un peu trop tourné vers l'Union européenne, a un peu trop trahi les traditions de la Serbie envers la Russie. Donc beaucoup de Serbes n'ont pas oublié cela. Et bien entendu, dernièrement, le gros de l'affaire, c'est quand même la corruption en Serbie qui est absolument énorme vis-à-vis surtout du gouvernement serbe. Il y a une grosse corruption, bien sûr. Donc là, le peuple ne l'accepte pas. Et là, le coup de ce qui est arrivé à la gare, un pan de béton qui est tombé, qui a fait 15 morts, ça c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Évidemment, le feu couvait déjà, c'était prêt à exploser. Encore une fois, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Donc Vučić, bien entendu, ne va pas démissionner. Vučić est encore un homme politique très puissant en son pays. Il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas vraiment de candidat à part qui pourrait lui faire de l'ombre à Vučić, hein. Donc Vučić ne craint pas vraiment quelque chose de son peuple, de son propre peuple. Il va rester au pouvoir selon toute probabilité. Par contre, bah, le gouvernement, bien sûr, serbe va changer obligatoirement. Vučić est obligé d'écouter son peuple. Là, cette fois, il est dos au mur. Il est dos au mur. Vučić, j'ai fait plusieurs vidéos sur la Serbie, hein, qui ne sont pas si vieilles que ça. Je vous avais dit à plusieurs reprises que Vučić marchait sur le fil du rasoir. Tout simplement parce que sa politique, bah, elle est très claire. Malheureusement, combien de fois que je vous ai dit que Vučić, c'était le Erdogan de l'Union européenne? Combien de fois je vous l'avais dit? C'est un mercenaire. Alors bon, d'un autre côté, je ne suis pas un expert complet de la Serbie, je ne vis pas en Serbie. A-t-il des raisons cachées que même son propre peuple ne connaît pas, qui fait qu'il a dû faire moult allégeance à l'Union européenne? Je ne le sais pas, mais il a fait aussi un énorme faux pas dernièrement concernant la mine de lithium qui devait être utilisée par l'Australie. Bon, il y avait des problèmes écologiques monstrueux dans cette affaire-là. Il y avait des affaires de corruption monstrueuses dans cette affaire de mine de lithium avec l'Australie. Bon, bref, il a fait beaucoup d'erreurs, Vučić. Il n'a pas écouté son peuple, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire.
et il se la joue trop girouette, hein, parce que Vučić, c'est le spécialiste quand il sent que la cocotte minute commence à bouillir. Il fait des allocutions. Ah oui, moi le Kosovo, je ne lâcherai jamais le Kosovo. Et il fait rien pour le Kosovo. Le peuple n'a pas oublié pour la mine de lithium. Il a dit oui, qu'il allait faire de la transparence, qu'il allait régler tout ça. Il n'a rien fait du tout, etc. Bon, les exemples sont très nombreux. Donc à chaque fois, il prend la parole pour faire un ton très nationaliste, très souverainiste. Jamais je ne serai manipulé par les États-Unis ou par von der Leyen. Voilà, bon, ça c'est le genre de propos qui peut tenir et qu'il a tenu d'ailleurs face à son peuple qui est très très nationaliste pour calmer les foules. À chaque fois il fait ça, mais voilà, ça pouvait pas marcher éternellement ce subterfuge et là il en paye le prix. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la Serbie. Et je m'arrête là quant à la géopolitique mondiale, les dernières infos qu'on pouvait dire d'intéressant. Voilà, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, n'hésitez pas à partager mes vidéos si vous appréciez ma chaîne, justement afin que celle-ci soit mieux connue. Merci encore à tous pour tout cela, et toujours, soyez curieux.